un plan national de prévention de la radicalisation. C'était à Lille, une soixantaine de mesures qui concernent un certain nombre de domaines dans lesquels l'État intervient, notamment l'école et aussi la prison. Voici un petit focus en images et en son sur les mesures prévues concernant les détenus radicalisés. 1500 places vont être créées dans des quartiers étanches, exclusivement dévolus aux détenus radicalisés, dont 450 d'ici à la fin de l'année. Au total, 78 établissements accueilleront des détenus radicalisés avec un personnel spécifiquement formé. Ils présenteront un niveau de sécurité élevé. Les profils particulièrement dangereux seront détenus dans des quartiers pour détenus violents qui garantiront une étanchéité totale. Il en existe déjà un à Lille-Annelin et nous en créerons 2 autres. Perico Légas, des plans pour essayer de lutter contre la radicalisation, ils se succèdent avec un succès, il faut bien dire, assez limité. Est-ce qu'à votre avis, cette fois, il y a des mesures qui sont de nature à faire vraiment changer les choses? Non. On est dans le remède, on est dans la guérison. Il fallait bien prendre des mesures pratiques, concrètes, pénitentiaires, de sécurité, d'ordre de police. L'essentiel, ça serait d'abord, avant de guérir, de prévenir et de faire en sorte que, au lieu de déradicaliser, d'empêcher l'islamisation. Et si on a aujourd'hui en France de trop nombreux cas de citoyens français ou pas français islamisés qui sont allés jusqu'en Syrie, c'est parce que la République n'a peut-être pas fait son travail au moment où elle devait le faire, notamment dans l'éducation et dans les valeurs de la laïcité. Voilà. On n'a pas été intransigeant, il y a des choses qui ne se négocient pas, et on a laissé filer une dérive comportementale au sein de l'école, au sein de la société, avec des bonnes âmes. Voilà, on les connaît, hein, ces gens qui considèrent que l'ouverture justifie que l'on accepte tout, que la laïcité est une tolérance illimitée aux religions, ce qui n'est pas le cas. Et on a aujourd'hui une situation qui est beaucoup plus inquiétante qu'on veut bien nous dire. Il y a les statistiques et puis il y a la réalité. Alors on nous dit non, il ne faut pas s'alarmer, regardez, on a jugulé. Il s'avère qu'aujourd'hui on est confronté à une situation où le gouvernement a du mal à savoir si vraiment ça va suffire. Et surtout, le pire, c'est d'entendre. Comment voulez-vous entendre ça? Et quand nous avons des voix quelquefois haut placées dans ce pays qui disent on ne peut pas laisser les gens qui sont allés en Syrie combattre aux côtés de Daesh se faire juger par des Kurdes. Ce sont des gens qui étaient prêts à venir ici, égorger nos enfants, nos femmes et nos enfants, comme dit la Marseillaise, et à nous massacrer. Et nous aurions maintenant des considérations à avoir par rapport au traitement judiciaire qu'ils ont. Alors le Premier ministre a beau jeu de dire on va faire quelques cellules de plus. Je pense que la situation exige des mesures plus drastiques, plus douloureuses et plus courageuse. Anne-Sophie Le Tac. Alors, je suis en partie d'accord avec Perico Légas. Je nuancerai quelques points. En fait, bon, effectivement, les pouvoirs publics ont clairement mis beaucoup de temps à se rendre compte de ce qui se passait, à se rendre compte de la situation. Il y a eu peu d'experts qui étaient très peu écoutés, qui étaient des Cassandres, hein, qui parlaient vraiment dans le désert, qui étaient parfois moqués dans certaines émissions, hein, on en connaît, bon. Et même un livre comme Les Territoires perdus de la République, qui est un livre ancien, était quasi inaudible, enfin, surtout très peu lu à l'époque où il est paru. Livre de l'universitaire Georges Bensoussan qui décrivait l'islamisation à l'œuvre dans les banlieues. Voilà, et donc effectivement, de ce point de vue-là, on peut même considérer que Dounia Bouzar a été elle-même une espèce d'épisode malheureux, même si peut-être qu'elle était de bonne foi, hein, en s'adjoignant notamment les services de Farid Benyetou, qui était donc un personnage plus que dangereux, tout le monde le sait très bien. Vous pensez que cette fois, il y a des mesures qui sont prises qui seront peut-être plus efficaces que ce qu'on a pu faire dans le passé? Alors, ce que je voudrais... Enfin, j'aurais du mal à répondre à cela, parce que je pense que c'est difficile d'y répondre comme ça. En fait, il y a une espèce de sérieux à adopter qui fait qu'on a vraiment du mal à répondre tout de suite à ce genre de questions, et je suis tout à fait d'accord avec vous, Monsieur Légas. Alors, ce que je voulais juste dire, c'est que là où je nuancerai un petit peu, c'est que je ne crois pas que ça a été seulement... Il y a eu de l'angélisme, mais il y a eu aussi quelque chose de quand même plus grave, qui a été que l'école a eu une fonction de pacification sociale. C'est-à-dire qu'on a considéré que les professeurs, les personnels de l'éducation étaient là pour assurer la pacification. Donc,
que finalement, on avait un discours extrêmement lénifiant. On se préoccupait très peu du fait que les enfants rentraient au bled l'été et retrouvaient soit des manuels révisionnistes, dans le meilleur des cas, soit un discours un discours extrêmement proche de l'islamisme et du salafisme. On sait aussi qu'il y a eu beaucoup de jeunes gens qui sont passés par le salafisme, qui se sont réislamisés et qui... donc il y a des ponts entre le salafisme et la radicalisation. Alors, donc, ce que je voulais dire là, ce qui me paraît très important, c'est qu'effectivement, il y a eu cette fonction de pacification qui est très cynique, en fait, et qui a fait qu'on a un peu abandonné l'école. Surtout pas de vague. Voilà, pas de vague. On a abandonné l'école en race campagne. Et là, vous pensez que ça change avec les mesures Alors, aujourd'hui? je n'en suis pas sûre, parce que j'ai vu une petite mesure qui disait que désormais, on allait faire du 3.0. Alors, on allait s'attaquer aux fake news et on allait répondre aux salafistes par au contraire, des petites scénettes qui rappelaient la République. Mais je n'y crois pas un instant. Alors, pourquoi? Parce qu'il faut se rappeler que la déradicalisation fait éclater de rire les djihadistes. Les djihadistes se marrent, vraiment, et ils considèrent ça, en fait, comme un aveu de faiblesse. La déradicalisation qui comprend ce qu'ils veulent dire. Eux font ce qu'ils disent ce qu'ils font. Ils ne sont pas du tout seulement de pauvres gens. Et pour eux, la radicalisation, c'est un statut social, c'est une âme de héros. Et donc, il n'y a pas de raison d'en changer. Et il n'y a pas de raison d'en changer. Vous n'êtes changer. pas la seule, d'ailleurs, à douter de... Enfin, vous n'êtes pas les seuls, même, à avoir quelques doutes sur l'efficacité de ces mesures. Regardez ce qu'en pensent les internautes du Figaro, puisque c'est la question du jour posée par le Figaro.fr. 87% des votants, alors ce n'est pas un sondage, puisque c'est sur la base du volontariat, n'y croient pas. Est-ce que, cher Benjamin Grange, sur les réseaux sociaux, c'est à peu près la même tonalité ou on est un peu plus optimiste? Alors, s'il fallait analyser cette séquence de communication, on dirait capable plutôt que coupable. C'est-à-dire montrer qu'une fois de plus, on est capable de faire quelque chose et en même temps, ne plus culpabiliser sur le fait que ça existe. Et quand on regarde les réseaux sociaux, c'est presque 6800 internautes qui se sont manifestés autour de cette thématique avec finalement deux grands axes. Le premier, c'est savoir n'est pas agir, et cette fois-ci, est-ce qu'on va pouvoir véritablement agir? Est-ce que l'ensemble de ces décisions, eh bien, elles vont être suivies des faits et elles vont permettre de faire quelque chose? Donc c'est ça la question qui ressort. Et la deuxième, c'est de dire, mais dans tout ça, on oublie, bien sûr, on traite, quand la radicalisation, elle est... je ne dis pas qu'elle est acquise, mais elle est en cours, ou elle est très aboutie. En revanche, on ne traite pas le sujet de la prévention, ou en tout cas trop partiellement, et finalement se pose la question de comment faire que ça n'arrive plus, au-delà de traiter évidemment ceux qui sont, enfin de pouvoir en tout cas traiter ceux qui sont dits radicalisés. Benoît Dumoulin, est-ce qu'il y a des mesures qui n'apparaissent pas, à votre avis, dans ce plan? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait faire et qui ne sont pas faites là? Il y en a sûrement qui n'apparaissent pas, mais il y en a qui apparaissent et qui sont gravement liberticides. Moi, je voudrais revenir sur un sujet précis. C'est le plan du ministre Jean-Michel Blanquer concernant les écoles hors contrat. Je pense qu'il se trompe complètement de combat. Voilà, on rappelle qu'il y a une toute petite minorité de ces écoles hors contrat, donc où les parents payent, qui sont islamisés. 0,5%, alors que vous en avez en gros 84% qui sont non confessionnels. Ce sont des écoles Montessori, des écoles éco-citoyennes, ce sont l'école 42 de Xavier Niel qui débouche sur la professionnalisation. Et au nom d'une petite minorité comme l'école Al-Badr de Toulouse, mais je vous dis vraiment 0,5% d'écoles coraniques, et on va s'attaquer à une liberté constitutionnelle, la liberté d'enseignement, la liberté d'entreprendre. Et pourquoi c'est très grave? Parce que d'abord, ce n'est pas là que se situe vraiment le radicalisme. On a les moyens aujourd'hui de lutter contre la radicalisation des quelques écoles coraniques qui existent. Et d'ailleurs, je précise que sur Al-Badr, si elle n'a pas été fermée, c'est parce qu'il y avait une décision de justice qui n'a pas été appliquée. Mais il faudrait que l'éducation nationale, et même plutôt le ministère de l'Intérieur, se soucie de toutes les structures périscolaires. C'est là que se situe la radicalisation. Ces associations culturelles, ces clubs de sport, ces comités de cours de soutien. Et c'est là qu'il y a vraiment qu'on doit mettre le paquet et pas sur les écoles hors contrat. Et là, on sent que c'est vraiment la grosse machine de l'éducation nationale qui se dit « Ah, on va supprimer une liberté. » C'est l'occasion de supprimer la concurrence, peut-être. Oui. Et justement, et moi, je voudrais, dernière chose, je voudrais souligner quelque chose. C'est que en janvier 2015, les frères Kouachi
Ils venaient d'école hors contrat? Non, ils venaient de l'école publique. Donc il faudrait ici que l'éducation nationale sache, mais vous l'avez dit, hein, les uns et les autres, repérer la radicalisation qui existe en son sein et savoir y remédier par des mesures appropriées. Là. On y reviendra peut-être, mais voilà. Alors, je vous donne la parole, chers internautes, puisque cette émission est la vôtre. Le droitiste, qui est un fidèle, qui nous dit « Depuis le temps, ça se saurait si la déradicalisation fonctionnait. » Non. Tandis que Chapour nous dit c'est la radicalisation qu'il faut empêcher. Après, c'est trop tard. Odile nous dit, vu ce qui se passe, pourquoi on ne remet pas le service militaire? Ce serait une solution, point d'interrogation. Et Chapour, pour en revenir à lui, pense que la radicalisation pourrait être évitée grâce au contrôle des lieux de culte, à l'interdiction de ceux qui diffusent le salafisme saoudien et la surveillance des réseaux sociaux. Tandis que Marc nous dit, cette situation ne date pas d'aujourd'hui. Aucun gouvernement n'a pris aucune bonne mesure et je pense qu'aucune bonne mesure ne sera prise. Perico Légas, et si finalement le gouvernement savait bien que c'était presque trop tard et qu'il fallait juste essayer de montrer qu'on fait le maximum sans être dupe des résultats possibles? Ça relève de sa responsabilité et du courage politique dont il devra faire preuve. Il y a certainement des décisions douloureuses, conflictuelles. Laquelle, par exemple, si vous deviez en donner une? Dans le doute, je veux dire, on est dans un principe de précaution au même titre que sur le plan médical ou alimentaire. On éradique. Donc les S, on a beau dire les S, ça ne sert à rien. Les fichiers S. Fichiers S, ça ne sert à rien. Les mosquées, je pense qu'aujourd'hui, dans la situation, vu ce que n'oublions pas que nous avons quand même près de 300 morts dans des conditions inimaginables en cette partie du XXIe siècle. Les attentats de janvier, 13 novembre, Nice. On sait aujourd'hui que ça peut intervenir à tout moment, même si les services de police disent qu'ils ont plus ou moins contenu. Et puis, on ne déradicalise pas, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on va faire s'il y a une récidive? Ah ben on l'avait déradicalisé, ah ben oui, ben ça n'a pas marché, quel dommage, c'est pas possible, ce n'est pas tenant. Redéradicaliser. Un dernier mot, Benjamin? Oui, je crois que s'il y a tant de doutes sur ces solutions, enfin ces énièmes séries de solutions de déradicalisation, ou même sur la capacité de les mettre en œuvre, c'est aussi parce qu'il n'y a jamais eu de vrai consensus sur les causes, c'est-à-dire d'où ça vient, quels sont les facteurs qui vont privilégier, où est-ce que ces facteurs prennent naissance, et que tant qu'on n'a pas finalement un consensus sur la manière dont dont le sujet finalement se pose, et ça, comment dire, ce qu'il nourrit, c'est très compliqué d'arriver à convaincre sur un ensemble de solutions. Peut-être parce qu'on n'a toujours pas répondu clairement à cette question, est-ce que la radicalisation a ou non quelque chose à voir avec l'islam? Il y a un point clair, ils sont en guerre avec nous. Eux sont en guerre avec nous, voilà. Et bien nous sommes en guerre avec eux. Si on se donne les moyens de la guerre. Mais la déradicalisation, juste en un mot, elle ne se décrète pas. Il faut peut-être redonner à notre jeunesse un idéal et qui ne se limite pas à la satisfaction des besoins matériels, à la société de consommation. Il faut donner plus que des moyens de vivre, des raisons de vivre et des raisons de donner sa vie avec passion pour une cause noble. Et voilà, on voit qu'on en est loin. Ouais. Ce qui est un beau programme. On passe à un autre sujet, le grand retour de Marion Maréchal Le Pen. Vous vous souvenez que l'ancienne députée